Oui, bonjour, François Parcy, fonctionnaire. Là, je vais plutôt m'exprimer à titre personnel, là, parce que ces sujets sont éminemment politiques, évidemment. Je voulais simplement rebondir au propos de mon éminent camarade Pascal, pour donner un regard un peu différent de ce qu'il a exprimé, de manière aussi à montrer qu'à l'INET, il n'y a pas de pensée unique. Donc sur le point des économies, c'est vrai, on entend beaucoup parler sur le doute des économies que cette réforme peut apporter. Moi, je partage cette idée que sur le plan des moyens, la mutualisation, on va pas gratter grand-chose, hein. Le niveau de gestion est déjà pas mal dans les collectivités. On va pas, je pense pas. Je pense que l'étude, à mon avis, n'est pas trop fausse et qu'en termes d'évaluation, je pense que c'est pas là vraiment le problème. Je l'ai plutôt entendu le sens économie sur la dépense du service public en général, liée à la clause générale de compétence, c'est-à-dire à cette forme de couche qui se superpose sur une même compétence par les différentes collectivités, et que aux côtés de dépenses de service public fondamentales se rajoutent des dépenses de service public utiles pour exister sur l'échiquier. Hein. C'est dans ce sens-là que je l'entends, une rationalisation par un recentrage sur ces cœurs de métier. Donc là, je pense qu'en effet, l'économie peut être réelle. Deuxième point sur lequel je voulais m'exprimer par rapport à mon collègue, c'est la présence des acteurs au sein du comité Balladur, l'insuffisance présente des acteurs territoriaux. Moi, j'ai trouvé ça un peu fatigant de tous ces relents un peu corporatistes, hein. Je trouve que on a un peu de mal à sortir de ce cercle de corporatisme. Et je me demande, en fin de compte, aussi bien dans la composition de la commission que dans les chances de réalisation de la réforme, il n'est pas temps de débattre sur une forme de séparation nouvelle des pouvoirs qui ne serait, à côté de celle traditionnelle exécutif-législatif, plutôt celle d'une séparation des pouvoirs entre le pouvoir national et le pouvoir local. C'est peut-être un débat nouveau qu'il faudrait peut-être mettre autour de la table et qui permettrait une confrontation des deux pouvoirs pour aboutir à un vrai dialogue et qui éviterait peut-être des confusions bloquantes. Donc ça aussi, c'est un sujet peut-être provoquant, mais peut-être qui mérite réaction. Monsieur Campariol. Oui, là, effectivement, pour provoquer, je crois que vous avez réussi, hein, franchement. De manière tout à fait sereine, non, moi je ne partage pas votre avis. Je veux dire que les collectivités locales procèdent de l'État, et je dirais même font partie de l'État. Voilà, donc sinon c'est remettre en cause la notion même de pays, quoi. Je veux dire, la France a encore du sens. Ça a du sens en Europe et ça a du sens en tant que tel. Bon, enfin, ça, c'est un immense débat. Moi, je voulais réagir sur la métropole également, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, de cette idée de métropole. Alors, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, je dirais, politique qu'a évoqué François, et puis il y a la dimension technique. Bon, la dimension politique, c'est, au fond, voilà, encore une fois, on va opposer le monde urbain au monde rural, ou le monde rural au monde urbain. Et est-ce qu'on ne va pas dévitaliser les territoires ruraux? Alors, vous observez quand même que la France est un pays qui n'est pas frappé par la faiblesse démographique. Voilà. Donc ça, c'est quand même contrairement à l'Allemagne voisine, nous avons une démographie dynamique. Ce qui fait que depuis quelques années, les problèmes de désertification rurale sont quand même beaucoup moins évoqués qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 25 ans, quand on assistait à des colloques, hein, je veux dire, bon. Donc, c'est pas parce qu'on va conforter les métropoles qu'on va nécessairement affaiblir les territoires ruraux. Si maintenant j'étais un élu d'un territoire rural, je pourrais très bien vous tenir un discours inverse avec de bons arguments. Bon. Alors, évacuons cet aspect politique. Mais sur l'aspect plus technique, je crois quand même que la mise en place de métropoles, ça peut mettre fin à une formidable incongruité juridique. Parce que aujourd'hui, la communauté urbaine de Strasbourg, c'est un EPCI au même titre que la communauté de communes de Saint-Mihiel que j'ai été amené à créer, quoi. Donc vous voyez l'échelle. C'est la même chose. C'est un EPCI
avec principe de spécialité, enfin vous connaissez tout ça, délégation de compétences, etc. Bon, or les choses sérieuses, si je puis dire, se passent vraiment au niveau de la communauté urbaine. Et le fait que ce soit un simple PCI, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens au niveau juridique aujourd'hui. Donc mettre en place une métropole, ça voudrait dire qu'on aurait une vraie collectivité dont les conseillers seraient élus au suffrage universel direct, avec une clause générale de compétence. Voilà, et donc on a vraiment un véritable outil pour se développer. D'ailleurs, le PCI, c'est doublement trompeur parce que c'est vrai, il y a le principe de spécialité, mais en même temps, si vous regardez le Code général des collectivités territoriales, vous vous apercevez que une communauté urbaine peut très bien intervenir par la voie des fonds de concours sur une compétence communale, je dis bien communale, dès lors que sa participation ne dépasse pas 50% du coût du projet hors subvention. Vous entendez bien ce que je viens de vous dire. Donc c'est-à-dire que on dit voilà, c'est un EPCI, mais en même temps on a mis en place des règles qui permettent de contourner. Alors au moins ayons un outil qui soit clair, lisible et précis pour tout le monde, et je crois qu'on s'en portera beaucoup mieux. Très bien. À propos de Monsieur Le Mahotais, enfin Monsieur Joseph Carle, après posant une question, élu de la nouvelle communauté urbaine de Toulouse. Je voulais juste parler des corporatismes. Je vais juste revenir là-dessus. On est tous fonctionnaires, quoi qu'on soit du côté de l'État ou du côté des collectivités territoriales. Moi, je suis allé un peu dans les deux, voire dans les trois. Donc, bon, ce qu'on souhaite, on a une approche. Les fonctionnaires ont des approches rationnelles, quoi. Ils ont envie de voir, ils ont besoin que leurs élus proposent des choses qui soient rationnelles, comme je viens de l'indiquer, qui soient cohérentes, qui soient un peu des jardins à la française, quoi. Voilà. Les élus, ils ont cette touche politique qui nous manque, enfin que nous n'avons pas, enfin sauf certains peut-être d'entre nous d'entre vous qui avaient des responsabilités politiques. Il faut que bon, le système qui sortira de tout cela, ce ne sera pas un système parfait. Mais bon, ce sera un système qui sera, comme le disait Churchill, sans doute peut-être pas le plus mauvais, mais il n'y en aura pas de meilleur pour le moment. C'est-à-dire que c'est vrai que la France, on oublie de dire, la France est la 5e ou 6e puissance mondiale, peu importe. On a l'impression qu'on n'est pas le cœur du monde, mais on est quand même un pays qui compte, malgré tous nos défauts. Donc, je vous fais un petit clin d'œil parce que franchement, faut pas non plus le perdre de vue. Et le système que nos élus nous concocteront, moi je pense que bon, faut quand même lui faire confiance. Et ce qui compte, c'est l'intérêt que nous aurons, nous, fonctionnaires, à travailler dans ces nouvelles structures qui sont... parce que nous avons la passion de l'intérêt général, quand même, quoi. Sinon, on ne serait pas là, on serait dans d'autres endroits. Et on a envie que l'intérêt général passe. Et bon, voilà, on peut espérer. On est aussi, d'une certaine manière, on incarne encore un peu plus, je pense, ce qu'est la volonté véritable des citoyens. Parce que nous, on a fait le choix d'être dans ces structures-là pour servir l'intérêt général. Bon, c'est un peu ma conclusion, moi, d'une certaine manière, parce que bon.